Félicitations, tu viens de réussir l'examen. Tu es désormais CPA, expert comptable certifié. Après avoir enchaîné les entretiens, tu décroches un poste dans l'un des plus grands cabinets comptables du pays. 50 000 $ de prime à la signature, plus un salaire annuel de 90 000 $. Tu as même un bureau d'angle au 48e étage et tu ne vas pas t'en plaindre. Ce n'est que le début. Les 5 années qui suivent se résument à un brouillard de semaines de 80 heures, mais tu commences à comprendre les vraies règles du jeu. Trouver d'énormes failles juridiques pour faire économiser de l'argent aux clients. Tu montes des sociétés écrans dans le Delaware, tu transfères des actifs vers les îles Caïmans. Tout est parfaitement légal. Au fond, ce ne sont que des chiffres. Tu deviens si bon dans ce domaine que tu es promu. Tu touches un bonus plus important, tu achètes un appartement au baie vitrée, tu t'offres une montre qui coûte plus cher que ta première voiture. Mais tout ça ne te suffit pas. Tu en veux plus. Au début, ça te paraît anodin. Un gros client s'apprête à annoncer à ses investisseurs des résultats inférieurs aux prévisions. Son action va s'effondrer. Ton bonus est en danger et le client ne va pas apprécier. Alors tu déplaces quelques lignes dans les comptes. Un peu de ceci, un peu de cela, et voilà. Tu repousses plusieurs dépenses massives à plus tard. Tu gagnes du temps et tu rends le client très heureux. Les auditeurs pourraient repérer quelque chose comme ça, mais ce sera un problème pour un autre jour. Quelques acrobaties comptables supplémentaires suffiraient à régler ça. Tu viens de sauver la situation. Tu viens aussi de commettre un crime. Tu ressens l'adrénaline. C'est encore meilleur que le bonus. Alors tu recommences. Encore et encore. À chaque fois, tu deviens plus créatif. Puis, tu te fais prendre. Un cadre supérieur du cabinet a compris ce que tu faisais, mais on ne te licencie pas. « Nous allons garder votre licence », te dit l'associé. « Nous devons mener un examen interne complet. » Dans les faits, tu es déjà mis sur la touche, mais pas officiellement, et ils ne t'ont pas encore dénoncé à l'ordre professionnel. Pas encore, tu es piégé. Tu ne peux pas aller travailler dans un autre cabinet. Tu es coincé. Et les mensualités de ton appartement au baie vitrée, elles, continuent de tomber. Tu passes 2 semaines à regarder les murs. L'examen interne s'éternise. Tes économies y fondent. Tu es sur le point de vendre ta montre siépageux pour payer l'échéance du prêt immobilier quand le téléphone sonne. C'est un numéro que tu ne connais pas. Vous êtes le genre d'homme qui sait faire disparaître des choses. Et j'ai entendu dire que vous étiez disponible. Un rendez-vous est fixé. Pas dans un bureau, dans une banquette au fond d'un dîner, ouvert 24 heures sur 24. L'homme assis en face de toi fait glisser un téléphone sur la table. Un portable jetable en plastique bon marché. « J'ai un client, dit-il. Il a un problème. Trop de cash. Il t'explique la situation. Son client dirige plusieurs entreprises qui fonctionnent exclusivement en espèces. Elles doivent transformer cet argent liquide en quelque chose de légitime, quelque chose qu'elles pourront utiliser pour acheter des maisons, des voitures et d'autres entreprises plus importantes. Il lui faut un bon comptable, dit l'homme. Mais il y a un problème. Votre licence est prise en otage par votre cabinet. Il te fixe. On sait tout de votre licence, dit-il. Les associés de votre ancien cabinet feront exactement ce qu'on leur demandera. On peut faire traîner cet examen indéfiniment ou le faire disparaître. À vous de choisir. Tu prends le téléphone jetable. Vous recevrez un message, dit-il. Votre premier travail. Ne nous décevez pas. Le texto arrive 1 heure plus tard. Une adresse. Un box de stockage à la sortie de l'autoroute. Tu t'y rends au volant de ta berline de luxe. Tout ça sent mauvais. Très mauvais. Tu ouvres la porte métallique. À l'intérieur, il y a 3 palettes emballées dans du plastique. Elles sont empilées de billets de 20 et de 50 $. Il doit y avoir 10 millions. Ton téléphone vibre. Il faut que cet argent soit propre dans 1 semaine. Tu paniques. Tu es expert comptable, pas criminel. Mais ensuite, ton cerveau reprend le dessus.
Au fond, le jeu reste le même. Ce ne sont toujours que des chiffres. Ton premier appel est à un avocat du Wyoming. Tu utilises un brouilleur de voix. Tu crées 8 LLC différentes. Des sociétés écrans, juste des coquilles vides. Ensuite, tu vas à la banque. En tant que gérant de l'une de ces LLC, tu ouvres un compte professionnel. Puis tu recommences 7 fois pour les 7 autres LLC dans 7 banques différentes. Maintenant, le plus compliqué commence, les espèces. Tu ne peux pas te présenter avec 10 millions de dollars. Tout dépôt supérieur à 10 000 dollars est signalé aux autorités fédérales. On appelle ça un Currency Transaction Report. Alors tu ne fais pas ça. Tu recrutes des mules, des journaliers, des étudiants désespérés, n'importe qui du moment qu'ils ne posent pas de questions. Tu leur donnes la cote à chacun, 9 500 dollars en espèces et un numéro de compte. Ils font le dépôt. Ils sont payés 200 dollars pour ça. Et tu fais ça 1052 fois. Ça s'appelle du fractionnement. C'est aussi un crime fédéral. Après 72 heures, les 10 millions se trouvent dans les comptes des 8 LLC. Mais l'argent n'est pas encore propre. Il est juste là, immobile. Maintenant, il faut brouiller les pistes. Depuis ton ordinateur portable, tu lances des virements. Une LLC paie une autre LLC 1,22 million de dollars pour des services de conseil. Une autre achète à une autre LLC un contrat de transport pour 700 000 dollars. L'argent bouge. Il file du Wyoming au Delaware, du Delaware vers une banque à Chypre, de Chypre vers un trust immobilier au Panama. Tu fais danser l'argent. Tu le fais tourner si vite, à travers tant de comptes et tant de pays, qu'il devient un fantôme. Puis vient la dernière étape, l'intégration. Une société écran à ton nom emprunte 2 millions de dollars au trust panaméen. C'est un prêt à taux élevé parfaitement légitime. Tu utilises ces 2 millions comme apport pour acheter un centre commercial en difficulté. Le cash a disparu. À sa place, il y a désormais un actif tangible. Le téléphone vibre. L'homme de la première rencontre. Le client est très satisfait. Il aimerait vous rencontrer. Cette fois, le rendez-vous n'a pas lieu dans un diner. Il a lieu dans un jet privé. On te bande les yeux pendant tout le vol. Quand tu atterris, tu es dans un ranch. L'homme qui t'accueille s'appelle Al Effé. Il porte un jean et un simple polo. Il fait griller des steaks. Il t'en tend un dans une assiette en carton. « Tu es un magicien, dit-il. Puis il ajoute que tu perds ton temps avec les banques. Il te parle du centre commercial. C'est bien, on va en acheter d'autres. Ce n'est pas une mission ponctuelle, c'est une promotion. Tu es désormais le directeur financier d'une organisation criminelle multinationale. Ton travail n'est plus fait de semaines de 80 heures. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu deviens un expert du blanchiment par le commerce. Tu fais acheter par la société agricole d'Al Effé au Mexique pour 5 millions de dollars d'avocats à un distributeur américain qui t'appartient. Les avocats ne sont jamais expédiés. Tu les surfactures, tout simplement. Les 5 millions issus du trafic de drogue deviennent alors un chiffre d'affaires légitime pour ta société américaine. Tu achètes un casino à Macao. La machine à blanchir parfaite. Tes associés entrent avec des sacs de sport remplis d'espèces, achètent des jetons, jouent pendant 10 minutes, puis encaissent un chèque du casino, parfaitement propre. Tu te mets aussi au marché de l'art. Tu achètes pour 50 000 dollars en liquide un tableau signé d'un artiste inconnu. Une semaine plus tard, un collectionneur privé en Suisse. Une autre société écran qui t'appartient l'achète aux enchères pour 5 millions de dollars. L'argent devient alors une simple plus-value sur une œuvre d'art. Tu mènes une vie que tu n'avais vue que dans les films. Un penthouse à Miami. Un chauffeur, un chef privé. Sous ton lit, un sac d'urgence contenant 500 000 dollars et 6 passeports différents, chacun associé à une nouvelle identité plausible. Mais tu es prisonnier. Tu n'es même plus une personne. Tu n'as plus aucune véritable liberté. Tu es un actif d'Al Effé. Tu es l'homme qui sait où est caché chaque dollar. Tu ne peux pas parler à ta famille. C'est plus sûr pour eux.
Tu ne peux pas avoir d'amis. Un ami, c'est une faiblesse. Quelqu'un sur qui la DEA peut faire pression. Tu as des associés. Ils ne parlent pas de sport. Ils parlent de ceux qui se sont fait arrêter et de ceux qui ont disparu. La paranoïa ne s'arrête jamais. Chaque matin, tu inspectes ta voiture à la recherche d'une balise GPS. Tu changes de téléphone jetable chaque semaine. Tu ne t'assieds jamais dos à la porte. Chaque fois qu'une nouvelle voiture se gare dans ta rue, tu l'observes pendant des heures. Est-ce les fédéraux ou est-ce eux? Ton ancienne vie est devenue une blague. Tu tuerais pour un tableur ennuyeux. Tu tuerais pour retrouver ton box de bureau. Tu vois ce qui arrive à ceux qui commettent des erreurs. Un homme de main détourne 20 millions $. On le retrouve dans un tonneau. Un proche d'Al-Hefe parle à la mauvaise personne. Il disparaît, tout simplement. Et toi, tu es de loin le plus gros risque de tous. Tu es le seul capable de relier Al-Hefe à son argent. Tu es le seul à pouvoir témoigner. Puis, un jour, tu fais une erreur. Une toute petite. Une faute de frappe. Tu vires 2 millions $, vers la mauvaise société écran. Tu corriges l'erreur en 1 heure, mais la banque à Chypre signale l'anomalie. En apparence, ce n'est qu'une vérification de routine, un simple formulaire à remplir. Mais c'est une fissure dans le mur. Ton surveillant, celui qui te suit partout, te voit transpirer. Il te voit vérifier ton sac d'urgence. Il comprend. La fin n'arrive pas avec une explosion. Elle arrive par un texto, sur un téléphone que tu pensais sûr. Il faut qu'on parle. C'est l'homme de ta première rencontre. Tu ne l'as pas vu depuis 5 ans. Il t'attend dans le même dîner, dans la même banquette du fond. Tu as bien travaillé, dit-il. Très bien. Al-Hefe est très content. Il te considère comme un membre de la famille. Puis il te regarde. Tu sais ce que ça veut dire? Dans cette famille, personne ne prend sa retraite. Mais le contexte change, dit-il. Les fédéraux deviennent plus intelligents. Ils regardent de près ton art, ta crypto. Tu es devenu un risque trop visible. Un risque extrêmement coûteux, dit-il. Il fait glisser un billet d'avion sur la table. Un aller simple pour Dubaï. Un nouveau passeport. Une nouvelle vie. Tu seras consultant dans notre nouvelle affaire là-bas. Tu pars ce soir. Un nouveau poste dans un pays sans traité d'extradition. Tu regardes le billet. Tu regardes l'homme. Et si je dis non? Demande Samilintu. L'homme sourit. Qui t'a dit que tu avais le choix? Tu es notre magicien. Et on a besoin de toi pour un dernier numéro de disparition. Tu prends le billet. Tu sors du dîner. Tu ne retournes pas au penthouse. Tu ne récupères pas ton sac d'urgence. Tu montes simplement dans la voiture noire qui t'attend. Tu n'as plus aucun libre arbitre. Peut-être même que tu n'en as jamais eu. Pour le cartel, tu n'es plus qu'un chiffre. On est simplement en train de te déplacer vers une autre colonne du tableur, de quelqu'un d'autre.